Le plaisir est toujours renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver chaque dimanche pour notre messe dominicale. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir une intelligence de mon pays. Il a été vice-gouverneur de la province du Bas-Congo. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit d'Deo Nkusu, qui est maintenant acteur politique. Bonjour Deo Nkusu. Bonjour madame. Très heureuse de vous recevoir. Ça fait toujours plaisir quand je dis que je reçois Deo Nkusu. Beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Qu'est devenu aujourd'hui encore Deo Nkusu? Je suis encore là. Comme vous l'avez dit, je suis acteur politique. C'est une passion pour moi. Et c'est même un sacerdoce, je crois, comme d'autres deviennent des prêtres. Moi, en tout cas, c'est déjà la politique sur les épaules de mon père en 1965. On me dira, ah, il rappelle toujours ça. Peut-être parce que j'ai le défaut de ma formation, je suis historien de formation. Et puis être sur les épaules de son père en 1965 et qui va sortir député avec le président Kasavubu, je crois que ça vous marque quand même. Il faut toujours faire honneur à ses parents. Ça vous marque quand même dans votre vie, et j'ai la chance encore de l'avoir aujourd'hui. Il vient d'avoir 82 ans. Et aussi la passion, parce que Deo Nkusu, comme le disent certains, c'est soif de servir les autres, c'est l'intérêt général et d'abord. Et j'ai dit aussi que je reviens, on va en parler peut-être tout à l'heure avec mes amis. Je reviens comme, je pense, par la décision ou par la lettre du ministre de l'Intérieur, du vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Je redeviens député, certainement à la session parlementaire de mars, d'avril, qui va commencer le 1er avril. J'espère que ce ne sera pas un poisson d'avril. Vous êtes historien de formation, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez l'impression, Deo Nkusu, que l'histoire de notre pays nous sert à quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le peuple congolais est oublie un peu trop l'histoire, oublie facilement? Et on a l'impression, Deo Nkusu, qu'on répète les mêmes erreurs à chaque fois. Vous avez effectivement raison. Quand vous regardez, c'est ce que moi j'avais dit un jour, c'est presque la négression. La négression, c'est la propension qu'a l'homme noir de faire leurs 1000 pas en arrière, pendant que d'autres en font 10 000 en avant. Donc, on passe de négociation en négociation, on n'arrive pas à tenir un certain nombre de choses, c'est un problème d'organisation, mais petit à petit, je pense qu'on va y arriver. On a déjà eu des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est quand même une avancée énorme, c'est ce que nous n'avons pas eu pendant très longtemps. Et donc, après les deuxièmes élections, je voudrais ici parler des législatives et de la présidentielle. Je crois que maintenant, il faudra avancer, et on va développer ça. Je pense qu'il faut retenir les leçons de l'histoire. Mais vous savez, l'histoire aussi, les gens peuvent aussi parler en tenant compte de l'histoire. Vous savez, quand on avait fixé 2 ans non renouvelables, c'était aussi parce qu'on avait tenu compte de notre histoire. 2 mandats. 2 mandats pour le président de la République, 2 mandats non renouvelables. Je crois, ça aussi, ce sont des leçons de l'histoire. Les gens ont eu un peu peur, et je pense qu'avec ces calendriers, le président de la République et la majorité n'ont pas modifié la Constitution, donc l'alternance aura lieu. Donc il faut négocier maintenant pour avoir l'alternance la plus paisible possible. Quelles sont vos ambitions maintenant pour ces prochaines séances électorales? Deo Nkusu, vous visez la présidence, vous aussi? Ou on a l'impression que les Kinois ont peur de se prononcer pour la présidence? On a l'impression que personne ne veut être candidat à la présidence. Non, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai pas les capacités. Vous vous sentez incapable de diriger ce pays, Deo Nkusu? Non, il ne faut pas diriger pour diriger. Moi, quand je vois des gens qui peuvent être aujourd'hui de très bons chefs de secteur, mais qui veulent s'improviser gouverneurs, ou qui peuvent être de très bons administrateurs du territoire, mais qui veulent devenir des ministres, je pense que, vous savez, quand on a formé ces gouvernements, madame, je peux vous dire la vérité, j'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup de gens ont même envoyé des messages de compassion parce qu'ils pensaient vraiment que j'allais être dans ce gouvernement. Je ne me sens pas encore capable d'être ministre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'être ministre? Il y a un CV particulier pour être ministre, ou il faut un CV particulier pour être président de la République? Qu'est-ce qui se passe pour les Congolais? Non, moi j'aime d'abord ma province. J'adore ma province. Et vous rêvez simplement d'être gouverneur du Bas-Congo, peut-être? Non, ça c'est faux. La province du Bas-Congo, c'est 3 500 000 habitants.
Si le Congo-Brazzaville ne triche pas avec le chiffre, la province du Bas-Congo a plus d'habitants que la République du Congo. Donc quand on doit s'occuper de la population, pour s'occuper de la population, vous savez, moi je suis né député. Ce n'est pas parce que j'ai donné l'exemple de mon père. Je vais vous prendre une anecdote. On était dans une réunion organisée par Eli Kiambokolo et professeur Mbouankiem aussi en Europe, avant même l'arrivée d'Enze. Et tout le monde s'est présenté. Les gens ont dit leur doctorat, leur licence, machin. Quand il est arrivé mon tour, je les prends à témoin, ils peuvent témoigner. On a dit, Deon Koussou, présentez-vous. J'ai dit, futur député élu dans mon pays. Les gens avaient rigolé. Je suis devenu député provincial. Donc moi, je crois que c'est notre peuple a besoin des gens qui se sacrifient, qui sont prêts à se sacrifier pour le servir. On peut le servir à n'importe quel niveau. Et d'ailleurs, c'est le tort que nous avons de nous attarder seulement sur l'élection présidentielle, mais il y a aussi d'autres fonctions électives. En tout cas, moi, je ne me sens pas encore capable d'être au gouvernement central. Si demain, il arrive par bonheur que cela soit le cas, d'ailleurs, je suis très heureux de voir que des amis proches, comme Thomas Louaka, un ancien condisciple à l'université est là, Atou Boyamba qui va s'occuper des Congolais de l'étranger. J'ai partagé avec lui non pas un même lit mais un même matelas. Et quand je vois les Kambinga des tout jeunes comme ça, je me dis que l'essentiel c'est que vos idées soient prises en compte. Il y a des gens qui sont au gouvernement dont les idées, je ne parle pas seulement du gouvernement congolais mais partout ailleurs au monde, mais dont les idées ne sont jamais prises en compte. Alors que moi, je pense que de temps en temps, vous savez quand vous avez pris une part aussi active dans la réalisation du péage qui donne tant de résultats, vous êtes content pour le niveau national. Il y a d'autres projets nationaux, je n'étais que vice-gouverneur où le président de la République m'avait associé. Je n'ai pas à les citer ici. Je suis heureux qu'on m'ait fait confiance à ce niveau-là. Voilà, nous entrons maintenant, mesdames et messieurs, dans la rétrospective de la semaine. Excusez-moi, dans le temps de chercher mes chapeaux. Voilà, nous allons donc ouvrir cette rétrospective par le point de presse du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, et par la réaction du gouverneur Julien Paluku par rapport à la traque des FDLR par l'armée nationale. Suivons. C'est le principal sujet d'actualité de l'heure. Kinshasa renonce à l'appui de la MONUSCO dans son opération de désarmement forcé des rebelles hutus-rwandais. Cette décision, communiquée aux ambassadeurs ce dimanche par le président de la République, tient à obéir au principe de souveraineté et de la non-ingérence, mais elle ne concerne nullement d'autres opérations en cours et menées en collaboration entre les FARDC et la mission onusienne, soutient le porte-parole du gouvernement. Il est tout à fait clair que la position prise par la RDC, par son président, ne concerne que les opérations de désarmement forcé des FDLR. Nous avons un partenaire, la MONUSCO, qui est avec nous. Il y a eu une gestion de cette opération de désarmement que nous voulions commune avec elle, gestion que nous avons trouvée malencontreuse et en tout cas décrédibilisante pour la République démocratique du Congo, et ce qui a poussé le président à dire « je renonce à cette collaboration pour le désarmement des FDLR ». Ce principe de souveraineté et de non-ingérence ne s'applique pas non plus à la contribution de la communauté internationale à l'organisation des élections au pays. Bien au contraire, Kinshasa, fort de la publication du calendrier électoral global, invite ses partenaires à mettre la main dans la poche. Il n'est pas dans notre idée du tout de refuser une aide, pas du tout. Nous sommes un pays qui a ses problèmes, même si on a maintenant quelques embellis en matière économique, mais nos moyens sont extrêmement limités, il faut le reconnaître. Et que dégager comme ça $1 milliard pour une opération qui va vous prendre moins de 6 mois, je pense que c'est un sacrifice au-delà de nos moyens et que nous devons compter avec la solidarité de ceux qui ont dit qu'à telle condition, ils vont, bourse déliée, on va attendre et nous devrons leur rappeler que cette promesse vaut la peine d'être tenue. À ces sujets, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, assure qu'il est déterminé à jouer sa part de partition pour des élections réussies au pays. Les opérations contre les FDLR ont été déjà lancées parce qu'annoncées depuis le 29 janvier 2015. Et comme vous le savez, les opérations ont toujours 3 phases. Une phase de préparation, une phase de planification et une phase d'exécution. Vous n'allez pas demander au gouvernement de devoir dire à quelle phase on est
entre la préparation, la planification et l'exécution. Ce qui compte, ce sont les résultats auxquels nous devons arriver, notamment la neutralisation totale des FDLR du territoire congolais pour que la plupart d'entre eux rentrent chez eux et qu'on nous laisse en paix, parce que plus de 20 ans en train de les voir violer, tuer, massacrer nos populations, c'est déjà assez trop. Voilà pourquoi le gouvernement congolais a décidé qu'une fois pour toutes, on puisse mettre un terme à l'existence des FDLR sur le sol congolais et que désormais ils aillent chez eux. S'il y a des politiques à faire au Rwanda, ça ne sera pas sur le sol congolais, mais ce sera au niveau interne qu'ils devront continuer à pouvoir polémiquer avec leur gouvernement. Ça, la MONUSCO, vous y croyez? Je crois que la résolution du Conseil de sécurité est claire. Les opérations contre tous les groupes armés peuvent se faire en deux phases. Soit une phase où les forces des Nations Unies peuvent agir seules, ou une phase où les forces des Nations Unies peuvent agir conjointement avec celle de la RDC. Il y a donc un choix. Est-ce que la MONUSCO va-t-elle faire les opérations seule ou va-t-elle attendre que des négociations entre le gouvernement puissent se poursuivre? Je crois qu'il est de son obligation de devoir respecter les contenus de cette résolution qui dit clairement que les forces des Nations Unies peuvent, avec ou sans les FARDC, mener les opérations dans l'espace congolais où elles sont déployées. Voilà, Deokusu, cette fois-ci, le gouvernement ou la nation congolaise va seule, doit aller seule pour bouter les FDLR dehors, sans la MONUSCO, hein, sans l'appui de la MONUSCO. Vous n'avez pas l'impression, Deokusu, que notre souveraineté est partielle et non totale? C'est l'interdépendance. Et puis, l'État congolais qui a été zaïrois, qui a été désorganisé, avec les systèmes politiques que nous avons eus aujourd'hui, le pays est debout et il faut consolider. Vous savez, quand vous commencez à faire vos premiers pas, vous êtes parents. Et quand les enfants commencent à faire leurs premiers pas, il faut les guider. Et petit à petit, je pense que un enfant, même quand il a 50 ans, nous qui sommes déjà dans la cinquantaine accomplie, même aujourd'hui, mon père me considère encore comme son enfant. Donc, un leader politique l'a dit, si vous-même, vous ne vous donnez pas le moyen que l'on vous considère comme grand, les autres vont en profiter. Un collègue a carrément posé la question de Okusu, sans la MONUSCO, est-ce que nous sommes capables de bouter les FDLR dehors? Parce que ça fait plus de 20 ans, comme l'a dit le gouverneur Julien Paluku, que ces forces négatives sont dans notre pays. On a été toujours incapable de les écraser. Permettez l'expression. Est-ce que vous avez l'impression que sans la MONUSCO, cette fois, on va y arriver? Je pense qu'on peut y arriver. Quand on a une armée aujourd'hui suffisamment aguerrie, et ce problème n'est pas non plus simple. Parce que ces gens-là, vous les sortez de là pour les amener où? Mais ils rentrent chez eux, c'est simple, ils sont rwandais, ils sont ougandais, je ne sais pas, mais je sais, ils sont rwandais. Je sais. Comme il y a quelques difficultés à les renvoyer si facilement, parce qu'on connaît un peu les sorts qui peuvent leur être réservés là-bas. Donc, il faudrait tenir compte d'un certain nombre de contingences. Mais je crois que là, le gouverneur Paluku vient de le dire, les opérations ont déjà commencé. Il faut les contraindre parce que je pense que le délai qui leur a été, le temps qui a été imparti pour qu'ils sortent de la forêt volontairement, ils n'en ont pas profité. Ben maintenant, il faut utiliser la force. Si ils peuvent encore entendre raison, sans qu'on aille jusqu'au bout, je pense que ce serait aussi une bonne chose. Donc, dans la région de Grand Lac, est-ce que la RDC n'est-elle pas le maillon faible? Puisque si on se rappelle l'histoire, en 1994, on nous a obligés, nous, d'ouvrir le couloir pour recevoir les réfugiés rwandais. Après l'assassinat du général Abiyarimana, du président Abiyarimana. Dernièrement, on nous a refoulés de Brazzaville comme des moins que rien. On nous refoule de partout. Est-ce que dans la région de Grand Lac, la RDC n'est-elle pas le maillon faible? Parce qu'on nous oblige, nous, à négocier avec les rebelles. Le Rwanda dit niet, l'Ouganda dit niet, et partout les gens ne veulent pas négocier avec leurs propres rebelles. Mais c'est chez nous qu'on pille, c'est chez nous qu'on viole, c'est chez nous qu'on détruit, et qu'on pille d'ailleurs nos richesses. Alors c'est la question que se pose. Le maillon faible de la sous-région n'est-elle pas la RDC? Mais c'est pourquoi il faut faire la cohésion nationale pour être suffisamment fort. Vous savez, vous pouvez avoir des très grands diplômes, même en sciences politiques, sans avoir une conscience politique. Les Congolais doivent se dire ça, qu'ensemble nous sommes forts
et que divisés, nous ne le serons jamais. Et c'est pourquoi nous appelons encore au dialogue. Pour que même quand, même quand nous nous organisons de l'intérieur, on doit se considérer comme des partenaires, comme des adversaires et jamais comme des ennemis. Parce que quand nous ne nous rassemblons pas, quand nous ne sommes pas ensemble, les autres trouvent toujours le moyen de nous diviser et donc par conséquent de nous affaiblir. Moi, c'est pourquoi je m'en tiens à cette histoire de dialogue, parce que je pense que c'est le seul moyen. Mais il faut aussi qu'on... Quel est ce format? Vous parlez tout le temps de dialogue. C'est comme le dialogue que propose Vital Kamerhe, le dialogue que propose Etienne Tshisekedi. C'est un autre format. Vous proposez quel format pour ce énième dialogue? Non, moi je pense qu'on sort le calendrier, qu'on vient de publier, et puis on dit est-ce que par rapport aux moyens dont nous pouvons disposer, parce qu'un budget, ce ne sont que des prévisions. À la réalisation, ce n'est peut-être pas la même chose. Donc est-ce que nous aurons les moyens nous-mêmes? J'ai déjà entendu une fois le Premier ministre Matata Ponyo qui est passé sur une chaîne, je crois, TV5 ou France 24, qui disait qui est votre partenaire d'ailleurs, qui disait que on nous avait promis de l'argent pour organiser des élections de 2011, mais arrivé au moment des élections, nous n'avons pas reçu cet argent. Donc, il faut réunir les moyens d'abord intérieurs avant de penser aux moyens extérieurs. Est-ce qu'en dialoguant, on ne peut pas réaménager ces calendriers? Sous d'autres cieux, je m'abstiens de citer les pays, mais sous d'autres cieux, ils ont aussi parfois ces moments-là, ces problèmes-là, et ils arrivent à parler. Malheureusement, nous le faisons presque sous la contrainte. On aurait pu faire ça, par exemple, au sortir des concertations. Je crois qu'on aurait pu avancer beaucoup plus facilement. Nous allons aller en profondeur. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que par rapport à ce calendrier électoral. Donc, dans ce condensé, la rédaction de Congo Web Télévision a choisi la réaction de la société civile par rapport au calendrier électoral qui a été publié récemment et la rencontre des FAC opposition et leur position face aux grands enjeux de l'heure suivante. La société civile Force Vive de la RDC dit sa satisfaction suite à la publication du calendrier global pour l'organisation chronologique des élections. La société civile Force Vive de la RDC se félicite de la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier électoral global. Cette publication est un motif de soulagement pour la société civile et devrait être une raison de satisfaction pour les parties prenantes au processus électoral qui l'ont réclamé et attendu depuis bien longtemps. La société civile Force Vive de la RDC demande au gouvernement congolais de mobiliser les moyens à temps pour la tenue de ces élections. La société civile Force Vive invite tous les compétiteurs à se préparer à participer aux échéances électorales avec un esprit de fair play. La société civile Force Vive invite les gouvernements et les parlements à mettre en bonne date les moyens financiers et juridiques sollicités par la CENI afin d'éviter les glissements des délais maintes fois dénoncés par l'opposition. Occasion pour cette structure indépendante d'en appeler à une mobilisation de la population. Elle invite aussi et encourage enfin la population congolaise à rester mobilisée pour participer massivement à toutes les élections afin d'élire des hommes et des femmes de valeurs patriotiques pour prendre en main le destin de notre cher et beau pays. Les forces vives de la RDC promettent de suivre de près ces processus jusqu'à son aboutissement, c'est-à-dire la tenue des élections dans leur globalité et en toute transparence. Les FAC opposition brisent le silence après une longue absence dans la sphère politique. Toutes les structures ont subi des modifications. Désormais, la modération sera dirigée par Ingele Ifoto et Eva Mwakassa, les deux co-modérateurs, et non Lisanga Bonganga. La plénière reste composée de tous les délégués des partis politiques et de personnalités politiques, membres de FAC opposition. Oscar Lungendo Lula va assurer la fonction du rapporteur général et porte-parole. Cette restructuration permettra aux FAC opposition d'atteindre ses objectifs. En réalité, les FAC opposition gardent leur âme et restent constantes au regard de nobles objectifs qu'elles se sont fixés et qui sont contenus dans leur charte constitutive, à savoir
Instaurer en République démocratique du Congo un état de droit. Défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Protéger et promouvoir les intérêts du peuple congolais dans tous les domaines de la vie. Parmi ces objectifs figure également l'organisation des élections dans le respect de la Constitution. Mais le FAC Opposition met en cause le calendrier électoral global publié récemment par la CENI. Les FAC Opposition déposeront auprès de l'organe compétent de l'opposition politique leur contribution aux propositions de celle-ci, donc de l'opposition, pour rendre ces calendriers, nous l'avions critiqué, mais nous voudrions le rendre réalisable et acceptable par tous. C'est de cette façon que nous construirons notre pays et nous allons devoir consolider notre jeune démocratie. Les thèses qui occupent les nouvelles fonctions ont été présentées à l'assistance. Toutefois, le FAC Opposition disent être prêtes à participer aux élections, mais elles exigent que celles-ci soient apaisées, transparentes et crédibles. Deoku sous le calendrier électoral tant attendu là. Est-ce pour vous ce calendrier est vraiment réaliste? Est-ce qu'on peut vraiment organiser ces élections en ayant tout le temps prévu par ce calendrier électoral? Puisque j'ai déjà entendu, vous avez déjà effleuré la question du dialogue, de l'argent, il y a déjà des petits problèmes qui se posent par rapport à ces calendriers. Mais franchement, froidement, vous pensez que ce calendrier est réalisable dans le délai? Ce calendrier n'est pas réaliste. Tout le monde parle, nous parlons des élections provinciales qui sont prévues et les élections locales. Est-ce que vous savez que nous devons aller maintenant aux 26 provinces? Comment nous allons les mettre en place? C'est vrai, on a prévu du temps. Vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on a voté la loi sur la délimitation des provinces. Mais maintenant, il faut mettre les acteurs. Donc les prochaines élections se feront avec les 26 provinces. Je pense qu'il faut mettre en place les 26 provinces. C'est là qui est trop duré dans la Constitution. Mais dans la province du Bas-Congo, ça ne posera pas de problème. Il n'y a pas de découpage. Non, on y a échappé à 2 voix. Donc pendant la transition, pendant donc le vote qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale. Non, je crois qu'il faut mettre en place les 26 provinces. Ça ne sera pas difficile. Il ne faut pas y aller étape par étape parce que nous savons comment ça marche chez nous. Après, on aura encore du retard. Il faut mettre les 26 provinces doivent démarrer au même moment, c'est-à-dire avec les 11 et les 15 à créer. Mais il y a déjà un problème on a relevé déjà un problème de Okusu, c'est par rapport aux 40% des rétrocessions de provinces. Déjà avec les 11 provinces, les voix se sont élevées. Moi, j'ai suivi personnellement le gouverneur de la province orientale, le gouverneur du Katanga, le gouverneur d'une autre province qui parle que nous, de l'Équateur, je pense. Tous les gouverneurs se plaignent de ne pas recevoir les 40% dus à leur province. Déjà avec 11, c'est problématique. Et avec 26, avec le peu qu'on a là pour les 11, découper ça en 26, ce sera encore des miettes. Mais avec la loi sur la péréquation, c'est la gouvernance qui doit être, qui doit changer. À un moment, on prenait l'argent des investissements, même pour les provinces, et cela a été fait directement par le gouvernement central. Malheureusement, arrivé aussi au niveau des provinces, les investissements sont organisés par le gouverneur ou présidés par le gouverneur ou mis en place sont réalisés par le gouverneur qui en fait un peu à sa guise. Donc c'est un problème de management, c'est un problème de gouvernance. Il faudrait que le Premier ministre puisse prendre à bras le corps, tout le monde lui reconnaît ces qualités-là, donc il faudrait qu'il prenne à bras le corps la question de la rétrocession, parce que cela n'a que trop durée, il faut nous dire la vérité. C'est pourquoi nous, on disait à un moment, si on ne peut pas appliquer tous les articles qu'on ne peut pas appliquer et qui sont dans la Constitution, il faut les enlever. Si on ne peut pas faire les 40%, est-ce qu'on peut faire les 10%? Mettons les 10%. Est-ce qu'on peut faire les 20%? On peut faire les 20%. Mettons les 20%. Ne mettons pas les 40% d'une manière qui
qui devient on ne peut plus fantaisiste. C'est inacceptable. La Constitution, c'est quand même la loi suprême dans tous les pays qui se respectent. Donc là, je l'ai dit sincèrement, parce que le pays n'a pas non plus suffisamment de moyens. Ainsi, j'ai dit qu'il faut améliorer la gouvernance. Quand je dis améliorer la gouvernance... Parmi les contraintes pour les élections de Okusu, il y a la question de l'argent. On s'est dit, on n'a pas les moyens, seul, la RDC n'a pas seul le moyen pour organiser les élections. Alors comment faire? Madame, on a aussi parfois les moyens, c'est un ancien gouverneur qui le dit, on a aussi parfois les moyens, mais c'est mal organisé. Il n'y a pas de contrôle dans la gestion des deniers publics. Rappelez-vous, Son Excellence, Monsieur le Président... Il y a trop de corruption, il y a trop de vol, il y a trop de coulage de recettes. Quand j'en parle, je suis un peu triste. Le coulage des recettes, c'était encore avec... Je vois encore mon frère, le professeur Mokoko Samba, en train de présider cette cérémonie. L'argent noir dans la gouvernance de notre pays, l'importance de l'argent dans le processus. On en a même cité dans les banques l'affaire HBSC. Dans le processus, détournement des fonds. Dans le processus décisionnel, l'argent prend beaucoup trop d'importance. Il faut que la Cour des comptes et l'inspection générale des finances jouent leur rôle. Ce n'est pas que faire des injustes. Vous vous rappelez, je crois, le président de l'Assemblée nationale, lui-même, Aubin Minakou, l'a dit, fini les contrôles pédagogiques. C'est-à-dire quoi? On vient vous contrôler, on vous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour que demain, on ne puisse plus retrouver les mêmes erreurs. Moi-même, j'ai eu à être contrôlé. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, il faut suffisamment former les cadres. Les cadres qui n'ont pas les compétences ou la formation, les formations requises, il faut les envoyer, les renvoyer à la formation, ce qu'on appelle la formation. Déjà chez nous, les diplômes n'ont pas de valeur. Vous avez suivi la nouvelle loi quand on dit que c'est limite au D6. Permettez, je ne voudrais pas, sinon mon idée va partir. Donc je pense qu'il faut faire de la formation continue. J'ai parlé avec un inspecteur des finances originaire de la province du Bas-Congo, un ancien député, Ngoma Dinzao. Il m'a dit ceci, c'est un inspecteur de finances, il m'a dit, à l'époque, à notre époque, auprès de chaque gouverneur, il y avait un inspecteur de finances pour l'aider à mieux gérer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que ce corps qui est si important pour le respect des finances publiques, rappelez-vous, le président de la République l'a dit, je crois fin 2013, après les concertations, il s'est proposé de nommer un conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption. Je l'avais déjà dit ici précédemment. C'est très important. Je sais de quoi je parle. J'ai fait, quand j'ai pris je suis resté seul à la tête de la province, j'ai fait un audit de performance. Présomption, j'ai fait un audit de gestion. En une année, madame, ce n'est pas moins de 3 millions. Et encore d'autres dossiers. Donc c'est pour vous dire que le gouverneur Mbatchi et moi-même, nous avons été roulés dans la farine. Je ne voudrais pas ressusciter ici, remuer les couteaux dans la plaie. Donc je pense que, et aussi même dans la gestion, vous savez, on me dit toujours que je prends toujours l'exemple de la France. Quand Jospin est arrivé au pouvoir, il a tout fait pour faire disparaître l'argent noir dans la gestion dans les caisses de l'État. Des partis politiques, des caisses de l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très important qu'on mette l'accent, parce qu'il y a trop de coulage, il y a trop de corruption, et même quand on fait des efforts en ce qui concerne les taux de croissance, si on ne fait pas d'efforts en ce qui concerne les taux de corruption, nous n'avancerons pas. Nous aurons peut-être de bonnes institutions, mais malheureusement, les mauvaises finances. La date du 16 janvier, mesdames et messieurs, vous rappelle-t-il quelque chose? Eh bien, sinon, l'abbé José Mpundu va vous rafraîchir la mémoire. Les violences sexuelles, on en parle et on en parlera toujours. C'est un fléau qui gangrène notre société. Le PNUD s'y est penché. Suivons. Le 16 février 1992 reste une date historique gravée dans les annales de la RDC, même si elle n'est pas reconnue dans le calendrier officiel comme un jour férié. En cette date, à Kinshasa, mais également dans les provinces, les Congolais avaient envahi les rues à la sortie des messes et des cultes pour exiger la reprise sans condition de la conférence nationale souveraine et manifester leur espoir d'une société meilleure. 23 ans après, l'abbé José Mpundu, membre du collectif du 16 février,
invite le peuple congolais à retrouver son courage et poursuivre le combat des libérations sur tout le plan en mémoire des martyrs de la démocratie. On avait un intérêt commun qui nous a unis autour de cette cause commune qui était la réouverture de la conférence nationale souveraine, qui représentait le lieu par excellence où le peuple voulait s'exprimer et tracer les grandes lignes de son histoire future, faire la relecture de son histoire passée et ouvrir des perspectives d'avenir pour un avenir meilleur. Eh bien, c'était cela la cause commune. Occasion pour l'abbé José Mpundu d'exhorter les autorités congolaises d'être toujours à l'écoute du peuple, de les placer au centre pour que la RDC soit réellement un État pacifique. Nous ne pouvons pas continuer avec une civilisation de la mort, une culture de la mort. Nous devons aller dans le sens d'une culture de la paix, une culture du respect de la vie, une culture où on met l'homme au centre. Et en ce moment-là, le principe de la commune humanité sera de mise. José Mpundu a pour ce faire publié une brochure de 69 pages dans laquelle il retrace les événements du 16 février 1992 et propose quelques pistes de solutions pour le développement d'une nation. Les programmes de lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes des violences sexuelles et basés sur les genres et d'autonomisation des femmes à l'est de la RDC. Voilà un nouveau programme mis en œuvre au Sud Kivu, Nord Kivu et province orientale depuis quelques mois. Coordonné par les agences du système des Nations Unies, parmi lesquelles les bureaux du Commissariat des Nations Unies pour les droits humains et l'UNESCO, ce nouveau programme a déjà donné quelques résultats escomptés. On cite la prise en charge médicale et psychosociale des 951 victimes et 41 cas de fistules traumatiques réparés. À cela s'ajoutent 191 cas de réinsertion dans leurs communautés respectives. 9 mois après, ces programmes innovent par sa gestion conjointe fondée sur une approche de la globalité des services aux victimes, tout en s'appuyant sur la prévention et la sensibilisation ainsi que les changements de comportement. Dans sa deuxième phase, les programmes travaillera dans la vision de la réduction durable de la prévalence des violences sexuelles en RDC. Financé par les gouvernements canadiens à hauteur de 16 millions de dollars canadiens, ce programme a déjà reçu et accompagné juridiquement plus de 1400 victimes des violences sexuelles. Et c'est toujours dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et d'appui au gouvernement congolais que le PNUD a organisé une formation approfondie des 59 officiers congolais, dont 7 femmes, qui seront affectés au traitement des dossiers relatifs aux violences sexuelles au sein de la police spéciale pour la protection de l'enfant et de la femme dans les 3 provinces, à savoir les 2 Kivu et la province orientale. Hormis son appui permanent et considérable dans la mise en place et équipement d'unités de la police spécialisée contre les violences sexuelles à Massissi, Walikale, Beni Butembo et ailleurs, cette agence du système des Nations Unies entend construire cette unité de plus au profit des 2 Kivu, l'un des coins le plus touchés par ces fléaux. Historien de formation de Okusu le 16 février 1992, ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Après, on sera un peu soulagé. Nous sommes en 92, avec l'élection du Premier ministre Tshisekedi. Malheureusement, ces résolutions ne seront jamais mises en application jusqu'à cette histoire de triste mémoire de 3e voie. Et on a vu comment on a fini en 1997. C'est pourquoi je reviens toujours au dialogue. Quand Mobutu et Tshisekedi se mettent à dialoguer en 1996, c'était déjà trop tard. Donc, quand on a les moyens, vous savez, même dans les pays que vous voyez là, ils ont des liens, des réseaux, des ramifications. Au grand jour, vous ne les voyez jamais se parler. En catimini, sous coulisses, ils parlent. Ils se parlent pour l'intérêt de notre pays, quelles que soient nos divergences. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir un président de la République qui a été élu 2 fois, élu et réélu,
10 ans de pouvoir et avant, aujourd'hui dire qu'il ne faut pas dialoguer avec lui. Il a dit lui-même, la main tendue. Donc il faut qu'on se mette. Vous savez, quand on dirige un pays, on a toujours des choses à se dire. Il y a toujours des arbitrages à faire. C'est pourquoi, quand vous voyez des gens être des ministres, premiers ministres, présidents de la République, ce n'est pas une mince affaire. Moi, quand je prends la dimension de d'une province, nous encore, on est petite. Et vous mettez ça, vous transposez ça, les problèmes au niveau national, c'est que ça peut être au niveau national. Je vous assure que ce n'est pas facile. Est-ce que ceux qui nous gouvernent, les gouvernants, sont-ils vraiment à l'écoute de ce peuple qui dirige? Vous avez suivi les marches, les contestations des 19, 20, 21 janvier par rapport à la fameuse loi électorale qu'on a un peu modifiée. Est-ce que vous avez été gouverneur, est-ce que vous êtes à l'écoute de votre peuple? Est-ce que vous les écoutez réellement, leurs desiderata? Le problème du Congo aujourd'hui, c'est le social. Est-ce que nous avons les moyens de faire le social aujourd'hui? Oui, il faut changer notre gouvernance. Vous savez, moi j'ai suivi le président de la République quand il a parlé aux notables du Katanga. Quand il a cité les chiffres de l'argent envoyé là-bas. Donc, c'est pour vous dire que c'est la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance. Quand je dis la gouvernance, je prends un exemple simple pour coller simplement à l'actualité de ma sœur qui est chargée du commerce. Mais les petits commerces, c'est réservé aux Congolais. Et aujourd'hui, le social, ce sont les emplois. Mais qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous consommons? C'est ça le plus grand problème des Congolais. Nous importons tout. Même l'aiguille. Hein? Même les choses les plus simples. Nous qui sommes d'une certaine génération, nous avons connu l'UTEX Africa. Vous voyez maintenant les véhicules de MONUSCO qui sortent là-bas, le ministère de la Justice qui est allé se réfugier là-bas. Dieu merci. On a vu nous avons vu tous à la télé les nouveaux bâtiments qu'ils ont, que ce ministère a désormais. Mais je vous assure qu'à l'UTEX Africa, on avait des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois. Donc aujourd'hui, on doit prendre des mesures susceptibles pour faire créer des emplois. Moi, je suis du Bas-Congo. Quand je vois ce qui s'est passé à Kimpese, en dépit des montages qui avaient été faits pour réhabiliter la SINAT, parce que et la magie des dirigeants congolais a consisté à octroyer des licences d'importation. Est-ce que vous pouvez imaginer? Pour le ciment étranger, qui provenait d'Égypte ou de Turquie, si je ne me trompe pas. Peu importe, c'est inimaginable. Le Premier ministre lui-même est passé là-bas. J'étais obligé, cette année-là, en 2012, de donner des bourses d'études aux finalistes dont les parents travaillaient à la SINAT, espérant qu'avec le passage du Premier ministre, on aura ressuscité la SINAT. Donc il faut, partout où il y avait des pôles d'emploi, il faut essayer de réhabiliter. Il faut essayer de relancer. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à produire, reprendre la production du coton dans notre pays? Vous suivez le ministre Germain Kambinga, vous l'avez cité tout à l'heure, qui parle de consommons congolais. Hein, mais on va consommer quoi? Qu'est-ce que le Congo produit, au fait, pour que nous consommions aujourd'hui? C'est vrai, c'est un beau slogan, mais qu'est-ce que nous avons comme industrie aujourd'hui qui produit proprement congolais? Vous voyez, c'est pas un simple slogan? Non, je vais vous donner un exemple. Vous voyez tous les bâtiments qu'on est en train de construire, notamment les bâtiments du gouvernement. Pourquoi on n'achèterait pas de meubles ici au Congo, par exemple? Je ne vous demande pas forcément d'aller à Delvaux, même si je suis un fan de ces artisans de Delvaux. Pourquoi les bâtiments que nous sommes en train de construire ici sont essentiellement meublés par des conteneurs qui viennent par Matadi? Par la chinoiserie. Les secteurs notamment de transfert d'argent. Pourquoi on ne laisserait pas en ce qui concerne les transferts d'argent au niveau local, soit fait que par des Congolais? C'est comme ça qu'on aura la classe moyenne. Donc il faut prendre des mesures susceptibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'encourager les hommes congolais, les hommes d'affaires congolais ou ceux qui ont des moyens à quitter forcément la pierre pour aller vers la petite et moyenne entreprise. J'espère que le ministre Kambinga
va y parvenir. Musungai, je lui rends ici un hommage, il avait déjà commencé sous l'autorité du Premier ministre. Donc je pense qu'il faut vraiment que la petite et moyenne industrie puisse renaître dans notre pays. Je fais quand même un clin d'œil par rapport à votre style d'habillement. C'est vrai que je reçois souvent les gens qui portent veste, cravate. Est-ce que c'est fait congolais? C'est cousu ici? Je ne sais pas si c'est un piège, mais moi, ça, c'est congolais. Je ne sais pas si je peux donner le nom de mon tailleur. Ce sera peut-être de la publicité, mais c'est Okasol. À mon mariage, c'était Okasol. Ça aussi, Okasol, c'est congolais, au fait. Okasol, c'est un couturier congolais. Quand vous voyez tous ces officiers dans l'armée, la Cour suprême, des toges, c'est fait... c'est Okasol. Et moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse s'habiller congolais. Il n'y a pas que Okasol, il y a tant d'autres. Donc, par exemple, regardez, les Congolais aiment bien s'habiller. Mais on voit des t-shirts made in Morocco. Quand est-ce qu'on verra des t-shirts et des polos made in DRC, comme on dit en anglais? Là, on aura avancé. Parce que tous ces jeunes gens qui sortent des universités, hier, j'étais très émerveillé de voir ce qui est fait à l'INPP. Bravo à un ADG. Son nom, Chikuya, je crois. Chikuya. Il fait un travail formidable. Mais ces jeunes gens qui vont sortir de là, ils doivent avoir comme des chefs directs ceux qui se terminent à l'ISTA. Mais ils les feront où? Ils les feront où? Vous avez vu, je vais vous donner un autre exemple. Moi, je vois un robot ici dans la ville de Kinshasa qui règle la circulation. Il faut l'étendre partout. Il faut aller à Matadi, il faut aller partout. Il faut que l'État aide cette dame qui est en train de faire de bonnes choses. Donc, tous ceux qui sont capables de créer dans ces pays doivent bénéficier. C'est pourquoi il ne faut pas seulement des banques commerciales. Donc, quand je dis à chaque fois l'argent qui vient de la pierre, j'espère que je ne serai pas contredit par le professeur Mabmoulumba, l'argent qui vient de la pierre, qui va à la pierre, peut aller à la petite et moyenne entreprise et aussi essayer de créer nos banques à nous. L'État peut encadrer cela, c'est possible. On a parlé aussi des violences sexuelles. Vous avez été vice-gouverneur, gouverneur de la province de Bas-Congo. Est-ce que ce phénomène-là de violence sexuelle est assez récurrent aussi dans votre province? Dans notre province spécialement. On a l'impression quand on dit violence que c'est l'Est, que c'est l'Est et à l'Ouest. Même dans la ville de Matadi et un peu partout. Ce n'est pas seulement réservé à l'Est, ce n'est pas l'apanage de l'Est de notre pays, mais je pense aussi qu'il faut... c'est triste, vous savez, moi je n'ai que des sœurs, donc quand je vois la femme qui souffre comme ça me fait très mal. Moi je suis féministe et Dieu merci, ces dernières années, on a eu Madame Inagossi et aussi l'envoyée spéciale ou le conseiller spécial, je crois, de son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame Mabunda, qui s'occupe de cette question-là. Vous n'avez pas l'impression aussi par rapport aux ONG, avant de passer à autre chose, par rapport aux ONG, que ça devient aussi une sorte de marché de dupes? On dirait qu'on grossit un peu cette affaire de violence pour justifier un peu leur travail. Ça devient leur fonds de commerce, en fait, cette histoire de violence sexuelle. Non, je ne pense pas. C'est vraiment c'est vraiment réel. C'est vraiment la réalité. Quand on dit que la RDC est la capitale du viol, c'est vraiment réel. Non, la réalité, les chiffres sont là. Je ne les ai pas forcément en tête en ce moment, mais je crois que quand vous voyez les images qui nous viennent de l'Est, ça fait mal. Sinon, on n'aurait pas nommé, Monsieur le Président de la République n'aurait pas nommé Madame Mabunda. Par rapport à ça. Voilà. Un coup d'œil dans nos partis politiques, mesdames et messieurs. À l'UDPS, nous vous proposons la réaction de l'un des membres par rapport à la déchéance de Bruno Mavungu, et la SCODE, parti cher à Jean-Claude Mouyambou, continue à réclamer à corps et à cri sa libération. Bruno Mavungu déchu de ses fonctions du secrétaire général de l'UDPS, la nouvelle a été sur toutes les lèvres, celle de Valentin Moubaki en premier. Un cadre du parti en Belgique m'a appelé à 2 h du matin pour me l'annoncer parce qu'il venait d'avoir la décision. Pour Maître Biaya, un autre cadre de l'UDPS, il s'agit d'une campagne d'intoxication pour nuire au parti. Copier-coller, c'est quelque chose fabriqué dans un laboratoire, dans des cybercafés. C'est copier-coller parce que si vous lisez la décision elle-même, elle est pleine de fautes d'orthographe. Sur chaque paragraphe, il y a des fautes d'orthographe. Dans le corps de l'article, on vous dit « est déchu de ses fonctions ».
déchu, c'est qu'avec T à la fin. Ça, ce n'est pas Etienne Tshisekedi Omulongo, docteur en droit que moi je connais. Lorsque vous prenez le sceau qui est apposé sur le tract, vous constaterez que le tract n'a même pas de sceau. Et le président Etienne Tshisekedi peut prendre une décision et la publier sans sceller cette décision. Je vous dis non. Donc, vous comprendrez tout simplement, chers téléspectateurs, que c'est une campagne d'intoxication. Contre ce qu'il qualifie de tract, Maître Biaya rappelle que l'IDPS n'a qu'un seul secrétaire général jouissant de la confiance de Tshisekedi depuis 2012. Le président, c'est Etienne Tshisekedi. Le secrétaire général, c'est lui, le chef de troupe. Il est là depuis 2012 et il joue de toute la confiance de son président Etienne Tshisekedi, Maître Bruno Mavungu Poati. Etienne Tshisekedi, qui a rappelé le sien au respect et à la discipline, demeure de l'avis de certains observateurs le seul à trancher ces litiges. La solidarité congolaise pour la démocratie et le développement continue à clamer haut et fort l'innocence de son président national, Jean-Claude Muyambo. Prenez besoin d'informer la communauté congolaise et internationale que le bâtonnier Jean-Claude Muyambo, président national de la SCODE, n'a jamais touché et ne touchera ni à une arme, ni ne portera l'uniforme militaire en vue de se retourner contre son peuple. La SCODE réitère la demande formulée par son président national pour sa liberté provisoire. La SCODE confirme que le juge des chambres du Conseil subit énormément de pression dans les dossiers qui concernent les opposants et membres de la société civile. Cela a comme conséquence que le tribunal ne leur accorde pas de liberté provisoire, même quand ils réunissent toutes les conditions exigées par la loi. Aussi, la SCODE demande que cesse des procédures dilatoires en cours contre messieurs Boniface Umpula et Vital Kamerhe. La solidarité congolaise pour la démocratie et le développement s'insurge contre toute déclaration tendant à compromettre l'indépendance de la justice en violation de l'article 151 de la Constitution. Dans nos partis politiques, il y a vraiment de l'effervescence ces derniers temps, mais cela soulève la problématique de la déchéance de certains membres. On prend l'exemple de l'UDPS, même du MLC et tout ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un est déchu du parti, eh bien, les voix s'élèvent pour dire que c'est un faux, il n'a pas le droit, on ne peut pas et tout ça. Alors, comment on peut fonctionner normalement des partis politiques? Est-ce que le parti politique égale à son chef ou le parti politique a des structures? Comment ça doit se faire? Ça donne quand même une mauvaise image des partis politiques congolais. C'est parce que dans l'imaginaire de notre population, la politique, c'est le mensonge. C'est simplement ça. Moi, j'ai commencé vraiment, quand j'ai commencé à militer, j'ai commencé dans l'UDPS. J'ai fait presque 18 ans. Ah, vous étiez dans l'UDPS? J'ai fait presque... Aujourd'hui, quelle est l'image qu'on voit l'UDPS aujourd'hui? J'ai fait presque 18 ans là-bas. Je n'ai pas été payé par quelqu'un pour le dire. Ça, pour vous, c'est une nouveauté. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Ça ne me surprend pas du tout. Je vais vous surprendre. Le président élu de l'UDPS en France, c'était Roger Lumbala contre Kabassé le Chipmang. Les gens votaient par rapport au Kassai oriental et au Kassai occidental. Après, c'est l'histoire des faux documents, il y a des accusations, mais ça, c'est presque dans tous les partis politiques qu'on est en train de trouver ça, parce que ce n'est pas sérieux. Les gens ne viennent pas d'abord pour les intérêts de la communauté. Aujourd'hui, le secrétaire général, mon ami Thomas Louaka, on dit qu'il est parti apparemment. Mais il se réclame toujours du MLC d'ailleurs. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail. Vous savez, on dit toujours au Congo, parce qu'au Congo, nous avons 400 partis. Si vous comptez les partis belges, essayez d'entrer dans l'Internet. Vous verrez que même en Belgique, on voit aujourd'hui quelques partis, mais vous transposez ça au Congo, ils auront presque le même nombre de partis.
parce que c'est comme ça. Donc, il faut... Doit-on réduire le nombre de partis? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on on peut pas arriver à 3 comme aux États-Unis, démocrates, républicains et tout? Ça, c'est réduire la liberté, mais aussi parce que le seul secteur aujourd'hui pourvoyeur d'emploi, c'est la politique. C'est une fausse image. C'est une mauvaise viennent... chose de faire croire à la population que pour avoir de l'argent, il faut faire la politique. C'est pas bon, ça. Et c'est véhiculé dans l'imaginerie collective congolaise. Si on fait une bonne gouvernance des finances publiques, les gens se rendraient compte que ce n'est pas ça. Donc quand vous devenez gouverneur, en principe, vous ne devez pas être forcément l'homme le plus riche de la province. Vous ne devez pas, quand vous êtes dans la province de Kisombe, comment vous allez faire pour être plus riche que Kisombe? Comment vous allez faire pour être plus riche? Je ne veux pas être... Comment vous pouvez vous concurrencer en matière de Jeep parce que vous avez aussi la même Jeep que Ledia ou la même Jeep que Deyonkusu ne doit pas se vanter d'avoir la meilleure Jeep de la province. Parce qu'en d'autres lieux, on vous aurait dit, monsieur, même si vous gagnez 20 000 $, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne dépensez rien, donc vous mettez tout dans le Jeep, le train de vie. Donc, autant nous cherchons à réduire le train de vie de l'État, ce que le Premier ministre Matata a su faire pour pouvoir un peu renflouer les caisses de l'État. On ne paiera pas la dette intérieure. Aujourd'hui, il faut réduire le train de vie des hommes politiques. Parce que ça n'est pas normal. Quand on fait des investissements, même à titre privé, on doit pouvoir le justifier. Si Deyonkusu a 10 maisons, il doit justifier les 10 maisons. Je ne le dis pas parce que je ne suis plus actif. C'est ça, beaucoup le diront. Il parle aujourd'hui parce qu'il n'est plus vice-gouverneur, parce qu'il n'est plus gouverneur, parce qu'il n'a plus les rênes du pouvoir. C'est pour ça qu'il ose parler. Si on lui remet ça, ben il va la boucler. Hein. Je ne suis pas en train de faire une demande d'emploi, mais je peux vous dire que quand le président de la République a dit qu'il va nommer le conseil spécial chargé de la lutte contre la corruption, de grandes personnes, même pas proches de moi forcément, m'ont appelé pour savoir si ce n'était pas pour moi. Au Bas-Congo, j'ai laissé l'image de quelqu'un qui n'aime pas la corruption. Je l'ai dit, lisez sur mes lèvres, je n'aime pas la corruption, je la déteste. Personne ici au Congo ne peut dire je suis entré dans... Vous savez, madame, le péage du Bas-Congo, quand on l'a construit, c'était un projet à 20 millions de $. Et vous savez, c'est à qui c'était ce projet? Malta Forest. Est-ce que vous savez que c'était Malta Forest qui était le propriétaire de la Silou? Demandez à Malta Forest si j'ai simplement ouvert un seul dépôt. Je pouvais, je signais des chèques à 1 million, comme le gouverneur Bachiki est arrivé après, ça dit Toumba, mais c'est moi qui, à l'époque de Tsassa, qui m'occupais du péage, posais la question aux gens de Malta Forest, et je pouvais me faire construire des maisons. Je ne l'ai pas fait. Parce que je pense que quand vous prenez trop l'argent de l'État, il va en manquer pour le développement. Donc, un ministre ne doit pas être, quand il habite dans il ne doit pas devenir l'homme le plus riche de son ministère, parce qu'il a aussi des héritiers dans ce ministère-là. Et par rapport au Cascodé, nous pouvons élargir aujourd'hui, une large opinion, même internationale, pense qu'aujourd'hui, on est en train de s'acharner contre les opposants, on est en train petit à petit de museler l'opposition congolaise. Est-ce que vous avez cette impression-là, Deyonkusu? Par rapport à la crise qui a eu lieu dernièrement, il y a eu des morts. Et même quand nous demandons le dialogue, il faut penser à ces hommes. Peu importe qu'ils soient des badauds, qu'ils soient des voyous, qu'ils soient... Il faut faire attention d'ailleurs quand on utilise ce terme-là dans notre pays pour la simple bonne raison qu'on trouve des jeunes gens qui sont devenus des badauds aujourd'hui simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. La faute à qui? À nous qui dirigeons les affaires de l'État. Donc il faut faire très attention. Et c'est pourquoi nous disons aussi que le dialogue, comme aux concertations, on avait demandé la libération d'un certain nombre de personnalités. Cela a été fait. Je ne dis pas forcément ce qui concerne les Kamuyam, c'est un dossier que je ne maîtrise pas, mais je souhaiterais que ces dossiers connaissent un aboutissement heureux et que la justice puisse dire le droit, parce que moi je suis un homme qui, je vous ai dit, je déteste la corruption comme je déteste l'injustice. Voilà, coup d'œil dans nos ministères, mesdames et messieurs, pour vous proposer les activités qui s'y déroulent. Nous avons choisi le ministère du Plan et celui de l'Intérieur. Plus de détails dans ce condensé.
Toutes les parties sont ici présentes à la cérémonie des sessions du bac posée sur la rivière Lukeni à l'Office des routes. Le gouvernement congolais, représenté par le ministre du Plan, Olivier Kamitatu, la délégation nippone avec à sa tête l'ambassadeur du Japon en RDC, l'Office des routes et les sénateurs Sheoki Tundu. Le sénateur PPRD aura été initiateur de ce projet pour le désenclavement du district de Sankuru. Il dit être héros. Aujourd'hui, on est très content parce que c'est un bac qui est posé sur une route stratégique qui permet de relier les 6 territoires actuellement la province du Sankuru. Et c'est vraiment extraordinaire. Et comme par hasard, je suis très content aujourd'hui parce que cette cérémonie a eu lieu après le retour du ministre à ce ministère. Et puis en plus, en présence de M. Yano, qui est quand même une personnalité importante du Japon, c'est un ex-sénateur et aujourd'hui c'est presque l'éminence grise du Premier ministre japonais. En présence aussi de l'ambassadeur du Japon, donc je suis vraiment très heureux aujourd'hui parce que ce bac va contribuer énormément au désenclavement de la province du Sankuru. Le bac est posé sur la rivière Lukeni et devra relier les territoires de Loja, Lubefu et Katakokombe. Le bac opérera sur la rivière Lukeni dans le district de Sankuru. Il pourra faciliter les transactions commerciales entre les territoires de Lodja, Lubefu et Katakokombe et offrir à la population la possibilité d'aller à l'école, de faire du commerce et d'effectuer des déplacements à travers différents territoires du district de Sankuru. Ce bac déjà mis à flot sera géré par l'Office des routes qui a été présent à tous les niveaux de réalisation de ce projet. Nous avons mis non seulement nos ingénieurs, nos techniciens, parce que pour transporter le bac jusqu'au site là-bas, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais il fallait découper ce bac, les recomposer sur le terrain et sur le site, ressouder et puis en plus maintenant mettre ça à flot. Et tout cela, ça a demandé une certaine technicité et un financement. Donc l'Office des routes a été présent à tous les niveaux, aussi bien sur le plan logistique, sur le plan financier que sur le plan technique. Le district de Sankuru est en voie de devenir une province et avec l'acquisition de ce bac, son développement est bien assuré. Au cours de cet entretien, le diplomate onusien a fait le bilan de son mandat en RDC, particulièrement sur la sécurisation de la partie est de la RDC et la réforme entamée au sein de la police nationale congolaise. Nous avons réalisé beaucoup de choses, particulièrement pour les services qui relèvent de lui. Je veux parler de la police nationale congolaise, que ce soit dans le cadre de la construction des centres de formation, de la réhabilitation des centres existants, mais aussi de la mobilisation de ressources pour le financement de milliers de policiers congolais. Avec le gouverneur du Nord Kivu, il était question de la situation sécuritaire après les massacres au parc Mayangos à 25 km de Beni. Julien Paluku a saisi cette opportunité pour présenter à Évariste Bochab le nouveau plan de sécurisation de cette partie du pays. Le plan pour la sécurisation totale de Beni comporte 3 étapes. Il y a une phase tactique, une phase stratégique et une phase opérationnelle. Vous comprenez que c'est des termes qui ne méritent pas qu'on révèle le contenu. Parce qu'effectivement, si on les révèle, peut-être l'ennemi sera tenu informé des stratégies que nous avons mises en place pour devoir les traquer. Quelques heures plus tard, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a eu une séance de travail avec une délégation conduite par la conseillère du chef de l'État en matière de violences sexuelles et enrôlement des enfants dans les groupes armés. Au menu, les efforts actuels de la RDC dans la lutte contre ces fléaux. Les efforts sont notables. Un communiqué conjoint a été signé. Je viens de parler de la commission spéciale des FARDC, la commission du Sénat. Nous avons vu les efforts de la justice militaire, de la justice civile et nous continuons donc à travailler avec le gouvernement pour aller de l'avant. Dans la matinée ces jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a conféré avec le gouverneur du Kassai oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, est venu présenter quelques difficultés liées à la mobilité de la PNC pour lutter contre l'insécurité. Voilà, le nouveau gouvernement est vraiment en train de travailler. Hein, le train est déjà en marche pour
les élections, on a l'impression, le ministère de l'Intérieur, beaucoup d'audience, beaucoup de travail. Et vous m'avez soufflé tout à l'heure que vous avez reçu une lettre signée par le ministre de l'Intérieur par rapport à votre remise en place. Non, je n'ai pas reçu une lettre. C'est une lettre qui est adressée au président des assemblées provinciales depuis le 28 janvier 2015 et que le vice-premier ministre, qui est lui-même un juriste, il a demandé au président de l'Assemblée qu'il leur a dit que la loi la plus favorable doit pouvoir s'appliquer. C'est-à-dire que la révision... Député provincial comme le Mais vous savez, il y a un arrêt de la Cour suprême qui existe là-dessus, qui a été pris, je crois, au mois de novembre 2013. Et conséquemment, c'est là, mon collègue, ancien vice-gouverneur à Rama, est rentré. Il remplit les mêmes conditions que moi. Il est rentré à l'Assemblée provinciale. Non, je profite d'ailleurs de cette faveur que vous me faites pour dire au gouverneur de la province du Bas-Congo, M. Jacques Mbadou Sitou, dont j'ai fui le vice-gouverneur en 2006, parce que maintenant c'est Mbadou 2. Mbadou 1, nous avons travaillé ensemble. Nous sommes allés aux élections provinciales ensemble. Donc, grâce à notre collaboration, quelque part, j'ai fui élu. Et nous avons eu un même ticket ensemble. Malheureusement, entre-temps, comme les élections provinciales n'avaient pas marché pour lui à Boma, il fut remplacé donc par le gouverneur Mbachi sur les tickets que nous composions, lui et moi. Je profite donc pour lui dire que moi je lui tends ma main. Cela dure maintenant plus d'une année, depuis que nous sommes à la touche, parce qu'il y a ces interférences-là. Il y a notre ancien ministre des Finances qui a perdu sa femme à cause de ces problèmes. Donc je ne le dis pas à la légère. Et c'est une maman de ma rue. Son mari, c'est un inspecteur de finances. Cette femme est partie parce qu'elle en a beaucoup souffert. Le gouverneur Mbadou a mis en place un comité de cohésion provinciale. Ces gens-là émargent, ces membres émargent au budget de la province. Voilà l'occasion qui lui est donnée de mettre tous les Bas-Congo ensemble. Les gens de Kinshasa ne trouveront jamais de solution au problème du Bas-Congo. Je ne voudrais pas ici parler des Prado, des Range Rover à acheter pour qui que ce soit. Je refuse des avantages qui ne sont pas légaux. J'ai refusé à son temps. Je n'accepte pas qu'on me fasse des faveurs. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon siège, me mettre avec mes collègues députés. D'ailleurs, madame, il ne nous reste plus que presque 6 mois. Comment on va renverser un président de l'Assemblée provinciale? Est-ce que vous avez vos émoluments en tant que député? Non, je n'ai pas d'émolument. Parce que quand je vois le gouverneur et sa femme aller présider une cérémonie de mariage de policiers, il faudrait qu'ils se rendent compte que peut-être d'ici là, il va célébrer des cérémonies de divorce des anciens députés. En sera-t-il heureux? Donc je lui tends ma main et je lui dis que je ne lui en veux pas parce que c'est la réalité de la politique et qu'il faut être fair play et surtout il faut être démocrate. Quand on est parti, peu importe les conditions, il faut l'accepter. Et que maintenant, il est plus que temps qu'on puisse revenir et voir les mois qui restent. Nous allons gérer la province. Par rapport au découpage territorial de Okusu, on a parlé du Sankourou et tout ça. Pratiquement, quels sont les avantages de ces 26 provinces? C'est vrai que déjà avec 11, on a beaucoup de problèmes. Et l'opinion voudrait savoir, si on découpe en 26, pratiquement, quels sont les avantages qu'aura la RDC? C'est pour favoriser le développement de certains coins qui sont encore à l'abandon jusqu'à aujourd'hui. Pour la décentralisation ou régionalisme, comme le disent les autres, c'est pour mieux développer la République démocratique du Congo. Donc le développement doit partir de la base, donc de la chefferie, du secteur et remonter. Il y aura 26 assemblées provinciales en fait, c'est ça? Il y aura 26 assemblées provinciales. Mais madame, moi je vous dis que moi je suis pour la suppression par exemple des gouvernements. Il faut garder simplement les assemblées provinciales ou conseils provinciaux d'où viendront obligatoirement, j'insiste, il ne faut pas prendre des personnes à l'extérieur. Il faut d'abord être libre. Député provincial ou conseiller provincial pour prétendre au poste de gouverneur. Non, les députés provinciaux seront élus au suffrage indirect. Non. Ça n'a pas été modifié. C'était une idée, d'ailleurs, qui n'était pas vraiment
bon, c'était une idée qui a été abandonnée en cours de route, pour parler proprement. Et nous proposons la réforme de la territoriale, une seule institution dont seront issus forcément les gouverneurs et ses vice-gouverneurs. Les budgets. Parce que vous voyez, je vous donne un exemple. Quelqu'un peut, pour les mêmes élections, quelqu'un peut échouer ici à Kinshasa pour les comptes de l'opposition. Il va être dans la majorité, d'une manière factice, dans la majorité dans une province. Je parle d'une expérience que j'ai vécue. Et se mettre à gérer, par exemple, cette majorité à laquelle il n'appartient pas. J'ai vu ça. Vous voyez? Or, si la personne était députée, entre nous députés, il n'y a pas de problème de protocole. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les décisions sont monnayées. Les édits sont monnayés. On interpelle n'importe comment. C'est pourquoi je dis, autant nous ne voulons plus de régime parlementaire au niveau national, il faut laisser le président de la République diriger, autant pas de motion de censure ni de défiance au niveau de la province. Il faut faire contrôler le gouverneur et son équipe par l'inspection générale des finances. Parce que quand le contrôleur est là, cela amène la complaisance. Et madame, je vous dis, entre autres raisons qui ont poussé les amis à ne pas voter pour moi, parce que j'avais dit que quand les copains contrôlent les copains, je l'ai dit en janvier 2012, quand les copains contrôlent les copains, cela peut aboutir à l'institutionnalisation de la corruption. Allez dans toutes les assemblées. Si cela tient très souvent, parce que les choses ne marchent pas d'une manière catholique, je dirais même kimbangiste. Donc, sans blaguer, madame, je vous assure, il faut réformer les institutions provinciales. Vous verrez, en 1960, les gouverneurs et les représentants, le gouverneur n'est pas le représentant de l'État, c'est un commissaire d'État. Je vais aller vite. En 1964, avec la Constitution de 1964, le gouverneur devient le représentant du chef de l'État dans la province. Aujourd'hui, il est le représentant de l'État. Or, le gouverneur actuel a le comportement du représentant de l'État. Il attend le ministre national dans son bureau pour le recevoir. N'avez-vous pas déjà vu ces images-là? Bon, heureusement, il y a des gens encore qui respectent le gouverneur Kimbuta n'a pas ces problèmes-là parce qu'il ne reçoit pas de ministre dans son bureau. J'ai vu les gouverneurs tels que le gouverneur Bayende se déplacer pour aller à l'aéroport recevoir le ministre national. Mais sinon, vous verrez, regardez bien la télévision, des gouverneurs qui attendent le ministre national dans leur bureau. Or, ils sont les représentants de l'État. Donc, or, comme représentants de l'État, il représente le Premier ministre et chaque membre du gouvernement. Et d'ailleurs, pourquoi les gouverneurs ne doivent plus être les représentants de l'État? Je termine vraiment par là. Parce que simplement, les représentants de l'État, au moment où on supprime les directeurs de province, les districts, il faut que le représentant de l'État soit un haut fonctionnaire. Et on doit les séparer. Parce que le gouverneur est élu, les représentants de l'État doivent diriger dans la province les services déconcentrés et contrôler le gouverneur dans un système décentralisé. On ne doit pas avoir dans la province, dans une entité quelconque, l'autorité élue qui doit en même temps faire fonctionner les services déconcentrés. C'est antinomique et ça ne fonctionne pas bien comme on le voit aujourd'hui. Voilà, les journalistes congolais ont suivi une formation pour se familiariser avec les arcades de la CPI et notre organe de régulation, le CESAC, a tenu un point de presse. Suivant. Plusieurs thématiques sont programmées par l'unité de sensibilisation de la CPI Kinshasa avec les chevaliers de la plume, traitant généralement des questions de la CPI, une démarche qualifiée de pédagogique en vue de permettre la compréhension des différents concepts usuels lors d'un procès devant la Cour pénale internationale, comme l'explique Paul Madidi. Très souvent, nous donnons aux journalistes de l'information. C'est-à-dire dans une affaire, il y a une décision, nous la communiquons aux journalistes. Mais nous n'avons pas l'habitude, si vous voulez, d'expliquer en profondeur certains concepts dont on parle souvent. Par exemple, c'est quoi le procès? Quand est-ce qu'on parle de procès devant la Cour pénale internationale? Pourquoi on parle de subordination des témoins? C'est quoi? On dit subordination et non subordination des témoins. Une séance de près de 3 heures qui a rencontré l'assentiment des participants.
La Cour pénale internationale, c'est une nouvelle expérience. Nous avons beaucoup de non-compatriotes qui ont été ou qui sont jugés devant la Cour pénale internationale, même si des fois on fait l'ironie en disant que la RDC sert de cobaye pour la Cour pénale internationale, mais nous devons quand même nous intéresser à cette Cour, étant donné qu'il y a plusieurs Congolais qui sont devant la CPI. Nous devrons nous intéresser à toutes les procédures qui se font devant la Cour pénale internationale. Et voilà pourquoi je pense, à mon avis, que toutes ces formations, tous ces ateliers sont vraiment utiles pour nos journalistes. Ces rencontres voulues mensuelles avec un thème bien précis, la CPI Kinshasa vise une fourchette des journalistes qui parlera en connaissance des causes de la Cour pénale internationale. Plusieurs dossiers sont passés au peigne fin au cours de cette assemblée plénière du CESAC qui aura duré 2 jours avec à la clé la suspension des médias ayant brillé par le dérapage dans leur exercice. Il s'agit du journal Le Baromètre, du journal Le Tonnerre qui sont suspendus pour une durée de 30 jours et le journal Afro Lipropo est suspendu pour une durée de 15 jours tandis que nous avons adressé une observation au journal La Cloche. Tous ces journaux ont publié des propos diffamatoires et des accusations sans preuve, tandis que le journal La Cloche a publié des propos portant atteinte à la dignité de la femme. À ceci s'ajoute fermé à Kinshasa, pays n'est toujours pas en vue. Nous l'avions déjà au Conseil, programme et des publications, et CKTV. Nous avons examiné hors d'instruction au niveau, donc comme nous l'avions décidé conformément d'article 9.4 et 4.9 de la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, d'entreprendre une médiation entre les différentes parties. Nous avons écouté une partie des médias et le contact avec l'autre partie se poursuivre de manière à ce que nous puissions trouver dans les meilleurs délais une solution pour tous les médias fermés dans notre pays. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons une conclusion dans les meilleurs délais. Le CESAC dit par ailleurs avoir constaté la persistance illicite de la publicité des boissons alcoolisées aux aires indues. À cet effet, les directeurs des programmes et directeurs commerciaux des chaînes seront convoqués, a indiqué les rapporteurs du CESAC. Comme vous le savez, de Okosu, le président de Zimbabwe, Robert Mugabe, a été élu président de l'Union africaine pendant une année. Il a carrément dit que les pays africains doivent partir de la CPI pour créer leur propre cour africaine. Vous partagez cet avis? Pourquoi pas? Si on a des personnes compétentes et capables d'être indépendantes, pourquoi pas? Au niveau africain, pourquoi pas? Une justice. Moi, j'ai toujours parlé de confiance. Quitter la CPI? Quitter la CPI, si nos dirigeants pensent qu'ils ont les raisons pour se faire, pourquoi pas? Mais vous savez, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'organiser. Il ne faudrait pas que, si cela est implanté en Afrique ou si on fait du mimétisme en reprenant ce qui est fait là-bas, nous le faisons ici, il ne faudrait pas après le désorganiser, comme on dit souvent. Cela est collé un peu peut-être à notre peau, mais si on peut faire autant qu'eux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Par rapport au CESAC, vous avez suivi quelques recommandations du CESAC. Les publicités aux heures indues des boissons alcoolisées, pour vous, est-ce que ça a une implication sur l'éducation des enfants? Oui, l'alcool, il y a trop de publicité sur l'alcool, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont les seules sociétés qui font vivre, qui font tourner les télés, qui font tourner pas mal de choses. Il ne reste plus que les brasseries aujourd'hui. On ne se voile pas la face. Mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas une raison. Il faut suivre les règles telles qu'elles sont édictées par nos lois aujourd'hui, par nos services. Donc, moi, je crois que cette commission fait bien son travail, avec une certaine rigueur, et cela doit continuer ainsi. Voir la publicité de l'alcool, ou quand on passe une émission, on voit la bouteille de bière revenir à chaque fois.
Même à des heures indues, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par ces belles images de l'ouverture de l'avenue des poids lourds. Y étaient présents les autorités de notre pays, la République démocratique du Congo, en commençant par le numéro 1 des Congolais, Joseph Kabila Kabange, et Congo Web Télévision, enfin Minier, vous propose pour clôturer le délabrement des routes précisément dans la commune d'Elemba. Joseph Kabila peut sourire. Sous son leadership, la RDC en général, mais Kinshasa en particulier peut se réjouir d'avoir l'une des plus belles avenues d'Afrique, l'avenue de poids lourds. Un ouvrage réalisé grâce au partenariat RDC-Japon. D'ailleurs, le sénateur honoraire et président de l'Association du développement africain et l'économie de l'Empire nippon pense qu'il est plus que temps de solidifier cette collaboration par des échanges entre les deux pays ainsi que le transfert des compétences. L'esprit de la coopération japonaise, c'est que non seulement construire et orienter l'infrastructure, mais également, tout en respectant la volonté des bénéficiaires, faire le transfert de la technique et les échanges des personnes pour respecter l'appropriation et le partenariat. Quoique remise aux autorités congolaises, l'avenue des poids lourds doit subir quelques toilettages, notamment avec l'éclairage public. Des travaux à exécuter par une entreprise japonaise en partenariat avec le gouvernement congolais qui compte bien l'étendre dans la réhabilitation de certaines artères à travers le pays. La cérémonie de ces jours s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures de base selon les concepts de la vision de la révolution de la modernité. Les travaux de modernisation et d'élargissement de l'actuelle avenue de poids lourds en 2 fois 2 voies ont été exécutés en 3 étapes par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation et contrôlée par le bureau d'études japonais 107 sous la maîtrise d'ouvrage délégué de la cellule infrastructure du ministère des Travaux publics et des infrastructures. Pour le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, il ne fait plus aucun doute, la révolution de la modernité est une réalité. C'est la concrétisation d'une vision, nous sommes maintenant dans la réalité. La réhabilitation et l'élargissement de l'avenue de poids lourds est le premier projet d'envergure de la coopération japonaise en RDC dans le secteur routier, ce après le pont Maréchal. D'aucuns n'hésitent pas à faire la comparaison et espèrent qu'à l'instar de ce dernier, l'avenue de poids lourds aura aussi des beaux et longs jours devant elle. Le peuple congolais doit être fier de son armée. Les populations du Grand Nord, reconnaissantes, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du commandant suprême et des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, les forces loyalistes volent désormais de victoire en victoire au Grand Nord. Après avoir détruit les ADF à Mbao, Kamango, Mamoudioma, Madina, Abia, Totolito et Amissi, nos forces armées viennent de réussir encore un nouvel exploit. Ils viennent de défaire les ADF dans une position appelée Richards au parc de Virunga. Ne pouvant résister à la puissance de feu de nos forces armées, les résidus des ADF, totalement laminés et affaiblis, ont débandé. Dans leur fuite, ils ont laissé sur le terrain des armes collectives et individuelles, des munitions, mais également plusieurs effets militaires. Ces images en constituent une preuve éloquente. PKM, c'est l'arme que le rebelle a abandonnée après sa fuite. Ça s'appelle PKM 12.7, communément appelé 12. On l'a abandonné. Lance-roquettes, ce que vous voyez ici, ce sont les roquettes 40 mm. Là aussi abandonné. Et les cartouches de lancement pour les bombes mortiers 60 mm. Ce que vous voyez ici, ce sont les cartouches des armes 12.7. Les armes que vous voyez étalées ici sur terre, ce sont les armes individuelles. AK-47, comme des Gojo, des bidons, les machettes, les pièces mobiles. Ici, il y a des chargeurs aussi vides qu'il a abandonnés. Comme on le voit, aucune force négative ne peut désormais nous résister, comme le reconnaît ce compatriote. Je félicite le commandant suprême qui est au-dessus de tous et je l'encourage aussi et le féliciter pour les efforts fournis pour que les FARDC arrivent à ce niveau. Je félicite le commandant des opérations Sokola 1 pour les initiatives
Et j'étais à l'encourager et lui dire que la population est toujours derrière lui. J'invite la population, à tous les compatriotes congolais, de féliciter notre armée qui est en train de faire un travail avec professionnalisme. Aujourd'hui, nous avons affaire à des professionnels. La découverte de ces armes, c'est parmi les fruits d'un travail bien fait. Donc, et nous devons être fiers de notre armée pour le travail abattu. Donc, voilà les très très belles images. On a des avenues, en tout cas, conformes aux normes, mais maintenant l'opinion se demande, selon vous, est-ce que les Japonais font les routes plus que les Chinois? C'est un peu cette guéguerre-là que l'opinion se pose. Est-ce que les Japonais travaillent mieux ou font mieux les routes que les Chinois? Je n'aimerais pas entrer dans cette guerre asiatique. Non, chacun fait les routes à sa manière, en respectant simplement les normes internationales. On a l'impression que les routes chinoises ne durent pas par rapport aux routes japonaises. Je n'ai pas l'impression. Et aussi, je voulais dire que ce qui va symboliser, au fait, le règne du président Kabila, c'est les infrastructures, notamment routières. Et j'ai un ancien ministre à moi qui gère aujourd'hui le pont Maréchal, le DG Modero Ntimba, il revient d'une conférence, d'une rencontre internationale à l'Ouganda. Il a dit, la route de l'aéroport jusqu'au Kankokolo a fait une forte impression au président Museveni quand il est venu ici. Et il voudrait faire la même chose chez eux là-bas. Donc voilà quelque chose que nous considérons presque comme banal. Vous voyez l'ouverture des routes ici dans la ville de Kinshasa et un peu partout. Et le Congo n'a pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, tous ces efforts doivent être appréciés à leur juste valeur. Donc, moi, je suis content qu'on ait, par exemple, la route de poids lourds aujourd'hui, il y a moins d'embouteillages. Et je tiens simplement à souligner, et je vais le dire au directeur de l'OVD, j'espère qu'il est en train de me regarder, à Delvaux, cet embouteillage qui continue nous tue. Est-ce que, monsieur le DG, vous ne pouvez pas mettre un robot là-bas pour réguler la circulation à Delvaux, simplement parce que les piétons traversent à tout moment, chaque seconde, même pas. Cette traversée-là fait que, à tout instant, fait que cela devient, crée un embouteillage. Et comme je l'ai toujours dit, on a l'impression que plus le président agrandit les routes, plus le cerveau des chauffeurs se rétrécit. Parce que ce n'est pas possible. Des fois, vous voyez des conflits sur la route qui n'ont ni tête ni queue et qui créent des embouteillages. Mais nous apprécions, je crois. Est-ce que cette révolution de la modernité, pour terminer, ça s'étend dans toute la République? Parce qu'on a l'impression que presque la majeure partie des efforts sont concentrés à Kinshasa, la capitale. Non, il y a des endroits où on ouvre des routes. Vous ne savez peut-être pas. Il y a des endroits où on ouvre des routes. Il faut trouver les moyens. J'espère que les moyens que, disons, le projet que nous avons eu à l'époque de Mbutambachi, l'ancien gouverneur, avec les Angolais, j'espère que quelqu'un va réveiller ces projets parce qu'il était question de construire une autoroute qui allait venir de Cabinda et qui allait traverser la RDC pour aller de l'autre côté de l'Angola, donc qui allait s'occuper aussi de la route Boma-Mwanda. Mais je pense aussi qu'avec les Japonais, je crois qu'il y a le projet Matadi-Boma qui est déjà envisagé. Et ce serait une bonne chose qu'on puisse le faire. Donc, partout ailleurs, je crois que le président de la République... La toute dernière question, vous avez été gouverneur d'une province. Quel est l'impact des routes dans le développement d'une entité? Terminé. Oh, l'impact des routes est énorme. Vous voyez, c'est ça parfois ce qui est bien dans ce que nous faisons, nous avons fait comme travail. Ou que nous avons assumé comme fonction. Quand vous arrivez à un endroit où les véhicules passent, et les roues dans les pneus, dans l'eau, et que du jour au lendemain, vous mettez un pont
je vous assure, c'est beau. Pour un homme, c'est plus que se retrouver dans les bras de la femme la plus belle du monde. C'est autant que se retrouver dans les bras de la femme la plus belle du monde. Vous voyez là où les gens avaient les pieds dans l'eau. Et aussi aujourd'hui, par exemple, j'avais accompagné les vice-premiers ministres Moukoko. En politique, ça ne se fait pas, hein, mais moi je cite des très bons exemples. Le vice-premier Moukoko qui est parti faire le pont Kimpangu, qui était acheté déjà pendant la transition avec le vieux Yerodia, il est allé donc construire ces ponts-là. Nous passions, des fois même la circulation était arrêtée entre Kwilungongo et Kimpangu. Et grâce à ce qu'il avait fait là, et les gens peuvent aujourd'hui traverser sur un pont métallique, et c'est ça la modernité. Et les endroits où les enfants, par exemple à Matadi, tombaient parce qu'il y avait comme pont des troncs d'arbres. Et vous arrivez avec 12 000 $ seulement à construire une passerelle avec des garde-fous et les enfants ne tombent plus. Les femmes enceintes peuvent passer sans avoir de vertiges et des vieilles personnes aussi. Je vous assure, c'est agréable. C'est agréable. Voilà, ce sont les derniers mots de Déon Koussou. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à Déon Koussou d'avoir accepté de passer à la barre. C'est la formule consacrée. Merci à l'équipe technique. Et donc, merci à vous, une fois de plus, vous qui me suivez. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux, même si ça continue toujours à être donné partiellement. On se plaint toujours de ne pas avoir accès aux réseaux sociaux, même enfin, raison de sécurité, on doit s'y habituer. Et merci encore, mesdames et messieurs. En tout cas, je le redis encore, merci pour votre fidélité, vos remarques et vos suggestions pour que nous puissions nous améliorer. Et merci au DG Gabriel Chabani qui nous donne l'opportunité de faire de très belles émissions et de recevoir à tour de rôle membres de l'opposition et de la majorité. Voilà. Je voudrais aussi les féliciter. Vous faites un travail, vous êtes un précurseur. Voilà. Donc, merci à vous et nous nous retrouverons vraiment avec la même envie, le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah. La cité écologique de Mitendi met à votre disposition des maisons écologiques accessibles à toutes les bourses. Tenez, achetez à crédit à travers vos banques un appartement type 1, 65 mètres carrés avec salle de séjour, espace à manger plus balcon, cuisine, terrasse service et WC visiteur, 2 chambres à coucher plus salle d'eau à seulement 32 500 000 francs congolais. Appartement type 2, 100 mètres carrés, salle de séjour, espace à manger, balcon, cuisine, terrasse service, plus WC visiteur, 3 chambres à coucher, plus 2 salles d'eau, à seulement 55 millions de francs congolais. Ce n'est pas tout. Logement type 1, 132 mètres carrés, au rez-de-chaussée avec salle de séjour, espace à manger, terrasse jour, cuisine, plus terrasse service, plus WC visiteur. À l'étage, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, plus terrasse, à seulement 75 millions de francs congolais. Logement type 2, au rez-de-chaussée, salle de séjour, espace à manger, plus terrasse jour, cuisine, réserve, plus terrasse service, chambre, plus WC visiteur. À l'étage, 3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, bureau, plus terrasse balcon, à 85 millions de francs congolais. Contactez-nous au numéro plus 243 82 74 27 346. Happy Congo, une maison pour chaque famille, pour un monde meilleur. En partenariat avec l'ONG APSOC.